Et ça me fait plaisir que vous soyez là parce qu'on va parler sérieusement de la liberté d'expression, le pluralisme à géométrie variable à France Télévisions. Et comme vous avez fait toute votre carrière dans le service public, qu'était, me semble-t-il, différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des sensibilités, mais tout le monde pouvait vivre ensemble, et on admettait en tout cas les sensibilités extérieures, ce qui ne me paraît pas le cas aujourd'hui. Alors on va parler de la Société des journalistes de France TV, qui a déploré le recrutement d'Eugénie Bastier du Figaro pour le retour de l'émission L'heure de vérité sur France 2. Eugénie, que vous connaissez bien sur Europe. Je vous lis le communiqué de la SDJ. Eugénie Bastier est une polémiste. Je ne crois pas. Je ne dirais pas ça, je ne la qualifierais pas comme cela. Ce n'est pas une polémiste, c'est une journaliste. C'est quoi la définition de polémiste ? C'est quoi la définition de polémiste ? C'est quelqu'un qui fait des papiers comme des pamphlets pour attiser, pourquoi pas, le feu, pour mettre, comment dire... Quelle est la différence avec éditorialiste ? Un éditorialiste est plus mesuré sans doute, ou il n'a pas, l'éditorialiste, la volonté de toujours créer la polémique. Okay. L'éditorialiste éditorialise. Il cherche à donner de l'intelligence. C'est péjoratif, polémiste ? Pas forcément, mais il n'y a pas de volonté de faire de la polémique. Jean-Michel Apathy est polémiste, Gérard Carrero est éditorialiste. Ça, c'est un édito, par exemple. Bon, je suis même pas sûr que Jean-Michel Apathy accepterait qu'on dise de lui que c'est un polémiste. Oui, mais moi je le perçois comme ça. Oui. Mais oui. Alors le polémiste, c'est une volonté à chaque fois de faire de la polémique et l'éditorialisme. Non, elle dit ce qu'elle pense et elle le dit de manière très, très ouverte. Bon, et Eugénie Bastier identifiée pour ses idées très conservatrices. Oui. Alors je ne sais pas ce que c'est que des idées très conservatrices, des idées conservatrices, des idées très conservatrices et souverainistes. Donc c'est une manière évidemment d'attaquer Eugénie Bastier, et ce sont des termes qui sont vécus comme des termes péjoratifs. Elle revendique clairement ses opinions dans ses éditoriaux et sur ses réseaux sociaux en les soutenant de façon militante. Là aussi, c'est assez vague. Qu'est-ce que ça veut dire être militant dans ses idées, Paul Amar ? Même à supposer qu'elle le soit, c'est extrêmement choquant. Vous avez évoqué la période précédente, par exemple la mienne. Vous n'imaginez pas, et si vous l'imaginez, mais la différence considérable entre la rédaction telle que je l'ai connue et la rédaction ou les rédactions de France Télévisions aujourd'hui. C'est une régression considérable. Il y a du sectarisme. D'ailleurs, je note une concordance de posture, de communiqué, de ton entre LFI, politique, et, j'allais dire, LFI Média, France Télévisions. France 2 a raison de vouloir l'engager. D'abord pour rester fidèle à l'esprit de l'heure de vérité, où toutes les sensibilités étaient représentées. Ensuite, pour faire venir quelqu'un de talent, pour avoir partagé sur CNews quelques plateaux avec elle, je peux dire et certifier qu'elle a un énorme talent. Et donc là, c'est quasiment un scandale. Pour simplement évoquer cette période que moi j'ai connue, la rédaction elle-même, il y avait Marcel Tria, communiste. Et il y avait Daniel Brem, de droite. Il y avait Claude Sirillon, plutôt de gauche. Et il y avait Philippe Sassier, très à droite. Et il faisait partie de la rédaction. Nous étions, comme nous ici, tous les matins, autour de la table de conférence. Parfois, nous nous engueulions. Mais nous aboutissions à un journal qui devenait notre journal à tous. Et là, je vois qu'une partie de la rédaction s'est approprié le territoire éditorial de France Télévisions et se comporte comme LFI. Quand Ruffin n'est pas d'accord, Mélenchon l'exclut. Eh bien, quand Eugénie Bastier est invitée à participer à l'heure de vérité, le syndicat que vous avez cité, ou certains syndicats n'en veulent pas. C'est absolument scandaleux. Croyez-moi, pour avoir présenté le 20h, pour avoir organisé les soirées électorales, pour avoir animé des émissions, je me faisais un devoir, d'inviter à chaque fois des personnalités de sensibilité différentes. François Dorcival, qui venait très souvent, Valeurs Actuelles, Yvan Rioufol, très à droite, une droite sans concession, mais aussi Claude Cabane, directeur de l'Humanité, Albert Duroy, on va dire centre-gauche, Alain Duhamel, on va dire centre-droit. Toutes les sensibilités étaient représentées. Et là, on a droit à une sorte de ligne monocorde, sectaire, mais c'est honteux. Si j'avais manqué, dans toutes les fonctions que j'ai exercées, à ce devoir d'impartialité ou de pluralisme, j'aurais été convoqué par le CSA. Et là, l'ARCOM ne fait rien. Laisse faire. Je donne un exemple pour sortir du champ politique. Gaza, c'est le narratif du Hamas depuis le 7 octobre. Malheur à celle ou à celui qui voudrait exprimer un point de vue contraire. Voilà ce qu'il se passe aujourd'hui sur France Télévisions dans une impunité totale. Politique, on n'entend plus Emmanuel Macron, ou professionnel, on n'entend pas l'ARCOM.
Écoutez, tout ce que vous avez dit, on le partage bien sûr, et ça interroge sur ce qui est devenu notre métier. Souvent CNews est pointé du doigt. Gérard Carrérou, c'est vrai que ça interroge notre métier. Vous parliez des émissions que vous faisiez, je pense à l'émission Droit de réponse, où une fois par mois, je crois, il y avait une revue de presse, et vous aviez Claude Cabane, Jean-Marcel Bougreau, il y avait Kahn, il y avait Dominique Jamais. Qui était présent, Dominique Jamais, qui était un éditorialiste évidemment identifié à droite, et que tous ces gens-là vivaient même dans leur rapport personnel. Paul Amar, vous pouvez en témoigner, vous n'étiez pas dans un rapport de haine les uns les autres. Mais pas du tout, il y avait même des amitiés. On pouvait déjeuner ensemble. Mais moi j'ai vu Cabane et Tesson. J'ai dîné avec eux un soir. Mais je vous le confirme. Ils étaient amis. Mais oui, mais absolument. C'était la période qui le voulait. Et ce pluralisme-là. Claude Cabane qui était à l'Humanité. Oui, directeur de l'Humanité, absolument. Directeur de l'Humanité dans les années 70-80. Oui. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est que l'Humanité était. Je ne sais pas si l'Humanité était plus à gauche que l'Humanité l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait Brejnev qui était encore en place. Oui. On soutenait un régime communiste. Et malgré cela, vous aviez Claude Cabane capable de dîner et d'être ami. Oui, je l'ai vu à la fin de leur vie respective, et on a dîné ensemble. Et du coup, on a envie de demander à Paul Amar, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est interne à France Télé ? Est-ce que c'est l'époque qui veut ça ? Est-ce que c'est la direction de France Télé qui a pris finalement cette direction ? Qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps finalement ? Parce qu'il ne s'est pas non plus écoulé 100 ans. Delphine Ernotte a donné le feu vert. Vous savez, quand elle a dit au tout début de son mandat, les mâles blancs de plus de 50 ans, on n'en veut plus. Quand elle a dit on ne va pas décrire la société telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit, elle a donné le feu vert. Donc il y a un accord idéologique entre cette partie de la rédaction et la présidente. On va marquer une pause et on va s'interroger également sur la formation des journalistes, parce qu'au-delà de ce que vous dites, la jeune génération qui passe dans les écoles, mais si elle est recrutée et choisie pour ça, s'endort le soir avec un portrait d'Edoui Plenel au-dessus de son lit. Oui. C'est le dieu de tous nos jeunes confrères, qui ne rêvent que d'une chose, de faire de l'investigation et de faire tomber des têtes. Il y a d'autres formes de journalisme, le journalisme de proximité, le journalisme de témoignage, l'investigation existe dans notre métier, mais il n'y a pas que l'investigation. Donc tous se rêvent comme des Edoui Plenel en puissance, et même des journaux. Pas tous. Il y a des journalistes avec leurs actuels très jeunes, au JDD, au Figaro, il y a beaucoup de jeunes au Figaro, il y a une majorité. Beaucoup de talents. Sauf Gauthier, que ceux-là ne sortent pas des écoles dont je parle. Ça dépend. Moi, j'ai fait une école qui était la filière alternante du CFJ, donc le CFPJ. Il y a des gens qui se retrouvent dans les rédactions que j'ai citées. Les gens qui sortent de l'ESJ de Lille aujourd'hui, les gens qui sortent des écoles les plus reconnues aujourd'hui, il y a et d'ailleurs ils sont recrutés dans cet esprit-là, il y a effectivement un positionnement politique très à gauche. C'est incontestable. C'est incontestable. Mais on va en parler ensemble. Il est 16h13 et ça nous interroge aussi sur qui pilote ces écoles de journalisme, quels sont ceux qui rentrent dans ces écoles, quels sont ceux qui ne rentrent pas dans ces écoles. Ça n'existait pas dans les écoles avant, à votre époque ? C'était moins marqué ? Non, déjà il y avait une chose, c'est que le concours était anonyme, alors qu'aujourd'hui on recrute sur entretien. Donc c'est comme à Sciences Po, tu vois la personne que tu vas recruter, c'est pas la même chose. Donc tu juges qui tu peux recruter et surtout qui tu ne peux pas recruter. C'est des discussions qu'on peut avoir à Sciences Po également, c'est très intéressant. Mais ce n'était pas vrai. Moi j'ai fait le CFJ, promotion 65. Oui. 65, évidemment. 1900. Il est 74. À tout de suite, Gérard. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai à l'époque. À tout de suite, Vérité, bien sûr. C'est sans doute une des émissions politiques les plus réussies avec carte sur table. Le format était formidable d'ailleurs, et le format d'ailleurs est de retour. C'est-à-dire que vous avez 3 intervieweurs différents, et puis c'était Albert Duroy qui terminait, je crois. Oui, et c'est François-Henri Dirieux qui avait conçu cette émission. Je croyais que c'était Alain Duhamel. Je croyais que c'était une des rares idées d'Alain Duhamel. Non. Alain Duhamel dit toujours, j'ai eu qu'une idée. C'est François-Henri de Virieux. François-Henri de Virieux, qui est arrivé en 81 avec la télévision. Il faisait partie, parce que il y avait eu un peu de ménage au lendemain de... Vous étiez à Antenne 2 en 81 ? J'étais à Antenne 2, j'étais accrédité à l'Élysée au temps de Giscard. Donc j'ai suivi, moi, la campagne de Giscard en 81. Bon, donc c'est vrai que il y a eu un sacré remue-ménage, absolument. Voilà, c'est vrai que et surtout à TF1. Oui, il y a eu une chasse aux sorcières à TF1. Il y a eu 4 journalistes et à communistes. Europe 1, je peux vous dire aussi. Ah oui.
En 81, il y a eu une vraie chasse. Ici, Ah oui. dans cette maison que j'adore, Oui. il y a quand même eu une chasse aux Il sorcières. en en reste un 81. an tranquille, quoi. Ça commence. C'est vrai. On a peur. Bon, Moujotte est parti à ce moment-là. Oui, tout à fait. Bougeot est parti pour le journal du dimanche, non? Ou pour Télé 7 Oui, jours? il est parti pour le groupe Hachette. Oui. Oui. Bon, Paul Amar est avec nous et nous parlons évidemment de la liberté d'expression, le pluralisme à géométrie variable. Tout ça pour dire qu'il y a 40 ans, 50 ans, il y avait déjà des chasses aux sorcières et il y avait déjà le pouvoir politique qui existait à la télévision. Mais c'est un pouvoir de l'extérieur. Est-ce que Oui. là, c'est un pouvoir de l'intérieur? C'est un peu différent. Absolument. D'ailleurs, évidemment, les pouvoirs conseiller ou parfois imposer la nomination d'un tel ou tel à la présidence des grandes chaînes. Il y a une exception près, Philippe Guillaume, qui a été élu, nommé, contre l'avis de François Mitterrand. Mais j'ai connu, moi, des présidents remarquables, des groupes, nommés sous l'ère Mitterrand, mais résistant à Mitterrand. Et d'ailleurs, il a été viré parce qu'il y a eu un incident à Latch. Enfin, je ne vais pas revenir et raconter, pas de nostalgie dans cette émission. Il y a eu un autre président très courageux, très indépendant, nommé sous l'ère Mitterrand, Hervé Bourges, qui a su résister au pouvoir politique. Et c'est vrai pour la droite aussi. Quand Claude Contamine, que j'ai bien connu, qui a été mon président, a été nommé sur l'ère Chirac, il était capable aussi de dire non. Donc ça dépend, en fait, je le disais l'autre soir à Gauthier, ça dépend du caractère des présidents Alors, qui sont nommés. revenons à Eugénie Bastier, Oui. parce que qu'est-ce que ça dit de notre époque, cette volonté de la rédaction de France 2 de ne pas imaginer qu'une voix différente puisse arriver sur sa chaîne? Oui, parce qu'il faut préciser, c'est pas un syndicat, c'est pas la CGT, c'est la Société des journalistes. Donc c'est la rédaction qui s'exprime contre la venue d'Eugénie Bastier. D'ailleurs, au passage, sur la CGT, Mona Hintermann disait l'autre jour, pour avoir la paix au service public, il fallait Gauthier adhérer Lebret. à la CGT, comme ça on vous foutait la paix. Vous étiez à la CGT, vous pouviez travailler sur le service public. Eugénie Bastier, c'est quand même proprement incroyable. Moi, je trouve qu'ils font un but contre son camp, c'est le cas de le dire ce soir avec la fiche de foot qui nous attend. C'est-à-dire que Charles Along sort un rapport pour dire il n'y a pas de pluralisme et on se retrouve 24 heures plus tard avec la cérémonie des Molières, 48 heures plus tard avec Eugénie Bastier qui est en voie d'être censurée sur France 2 si on suit la Société des journalistes. Il prouve par A plus B que tout ce que disait Charles Along était vrai, était juste. On a donc avant-hier soir un homme qui a été viré de C'est à vous pour des tweets pro-charia, pro-polygamie, où il explique que la place de la femme est auprès de son père à la demeure, Merwan Ben Lazar, et qui dit sur scène « Mon allégeance à la République a ses limites ». Et le lendemain, les journalistes qui font partie de cette SDJ qui prouvent leur sectarisme par A plus B parce qu'ils ne supportent pas que Eugénie Bastier puisse poser des questions aux candidats à la présidentielle de 2027. CQFD, les amis, CQFD. Gérard Carrérou. Moi, je crois, pour avoir réfléchi sur ces effets de rédaction, j'ai vécu, je vais vous donner un exemple, qui remonte à 87-88, lorsque TF1 a été privatisé. Moi, j'étais à Europe 1, je suis entré avec Étienne Moujotte à TF1 à ce moment-là. Et Étienne m'a dit, puisque j'avais dirigé le service politique à Europe, tu vas diriger le service politique à TF1. Je me suis trouvé face à un service politique, il y avait une vingtaine de journalistes. La seule différence entre eux, et je ne veux pas citer les noms parce que beaucoup sont connus, mais la seule différence entre eux, c'est qu'ils étaient tous socialistes. Socialistes. Simplement, il y en avait qui étaient plutôt fabiusiens, d'autres qui étaient plutôt... Il y avait 5 ou 6... je vous jure que Mais c'est vrai. Il y avait c'était du TF1 public. C'était le Voilà. TF1, c'était le C'est le TF1 changement. Cognac G. Voilà. C'était la fin de Cognac Rocardien G. ou Fabius. Voilà. Ils étaient tous... Il n'y en avait qu'un, c'était une fille d'ailleurs, une journaliste, qui était de droite. Et elle était bien identifiée. Il y avait C'était- Jean-Luc Manot, non, mais je ne veux pas notamment, citer les noms. mais non, mais Jean-Luc c'est Manot, un c'est effet de secte, si Oui, vous voulez. oui. Il y avait donc une espèce de secte. Ils pensaient tous pareil, globalement. Et donc, il y a pas quand il y a 18 personnes qui pensent toutes pareil et qui constituent une entité, le service politique de la chaîne, évidemment, il ne peut pas y avoir de variation. Et c'est un peu ce qui se passe là. Et souvent, on m'a dit, attention, la rédaction de la 2, moi, j'ai jamais travaillé à la 2, mais on m'a dit, la rédaction de la 2 a un peu tendance à être comme ça. Il y a trop de gens de la même idée, ils contaminent quelque part tous les autres.
Ou Il y a- les autres n'osent pas. il y a un- Ceux qui ne sont pas d'accord n'osent pas se manifester. Il y a un journaliste présentateur Lebret. du service public que je ne citerai pas qui m'a écrit, lorsqu'on a diffusé le documentaire sur le rapport à l'oncle, si tu veux la paix, il ne faut surtout pas dire que tu es de droite. On a souvent eu cette conversation avec Nelson Montfort. Si tu veux la paix, il ne faut surtout pas dire que tu es de droite. Tu as le droit de dire que tu es de gauche, mais tu n'as pas le droit de dire que tu es de droite. Donc lui, il est en sous-marin, il ne dit pas ce qu'il pense. Il est présentateur sur le service public et vous voyez ce qu'il dit. Faut Bon, pas avoir ces conversations-là dans les couloirs, Alors, visiblement. disons quand même qu'il y a peut-être quelques nuances à apporter à ce que vous dites. Par exemple, Léa Salamé, la greffe a pris, alors que Léa... Et de droite. je dirais que Léa doit... Je ne sais pas ce qu'elle vote. Léa. La greffe a pris à quel niveau, vous voulez dire, entre les téléspectateurs et Léa Salamé, par exemple? Oui, d'accord, ça ça y est, marche pas mal. pas Ça tout- marche pas pas tout à mal. Et fait, puis quand sans même. doute, ça marche bien. Le journal marche bien de Léa Salamé. Et puis elle a réussi, par son professionnalisme et par son talent, j'imagine, à fédérer autour d'elle les énergies. Je ne sais pas si vous avez... Contre la CGT, qui a fait pression sur elle. Bien sûr. Parce que Léa Salamé, on va dire que c'est une journaliste indépendante. Bien sûr. Moi, je serais incapable de la qualifier. Voilà. Je suis Donc, d'accord avec vous. et ça, Elle est centre-droit, Voilà, centre-gauche. donc c'est une journaliste Voilà, c'est une indépendante, journaliste. tout simplement. Mais la CGT a tout fait pour l'en empêcher. Oui, mais elle peut quand même exercer son métier. Rassurons-nous. Comme présentatrice, mais vous savez, il faut écouter les envoyés spéciaux, il faut regarder le choix des experts sur tel ou tel sujet. Il faut écouter les sujets. Elle Et est libre là-dessus. Et là, vous voyez qu'il y a une idéologie dominante aujourd'hui dans le service public qui fait que j'ai parlé tout à l'heure de régression. Vous savez, vous avez évoqué les écoles de journalisme. Et c'est très intéressant parce que nous, alors notre génération, Gérard et moi, on a été biberonnés au pluralisme, à la confrontation. Moi-même, quand j'étais étudiant, et également au CFJ, on n'arrêtait pas de s'engueuler les uns et les autres. Et toutes les sensibilités étaient représentées dans notre promotion. C'est le cas de Gérard aussi. Et ayant eu cette culture-là, on l'a ensuite gardée quand on a exercé notre métier. Vous avez une jeune génération qui est arrivée, qui n'a pas connu les guerres telles que nous on les a connues, ou couvertes parfois, qui sont des enfants de la paix, tant mieux pour eux, qui ont envie d'en découdre et qui sont biberonnés à l'idéologie aujourd'hui LFI. On se trompe quand on dit que la ligne dominante aujourd'hui dans le service public c'est de gauche. Non, c'est d'extrême gauche. Voilà Mais il y a où pas- on en est aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais je lis beaucoup la presse régionale, et un journal que je connais bien, Ouest c'est France. Ouest France, puisque j'ai grandi avec. C'est devenu un journal très engagé, très progressiste sur incroyablement avec sur le climat, sur comment dire la place des femmes, et parfois ce sont des sujets évidemment qu'il faut traiter, largement les traiter, mais c'est devenu un journal, oui, wokiste. En tout cas, je le perçois. Mais qui comme détient ça. Ouest France? Mais comment dire. Ça peut jouer aussi. Non, c'est très particulier Ouest France parce que c'est non pas C'est une la fondation. bourgeoisie bretonne. Non, même pas. Non, aujourd'hui c'est il y a encore les décrets du Lambrou, c'est préservé d'une manière très très particulière. Et c'était alors le journal de la Résistance, qui était un journal de centre gauche, disons c'était un journal démocrate chrétien. Voilà, c'était un journal démocrate chrétien, mais qui aujourd'hui tous les jeunes journalistes, je lis La Dépêche, je lis... vous savez, je lis L'Équipe. C'est très intéressant, L'Équipe. C'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure de l'investigation dans l'Équipe, tous les journalistes se vivent aujourd'hui, bien souvent à l'Équipe, avec une volonté de faire parfois tomber des têtes. Et vous retrouvez cette atmosphère-là. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que le lectorat suive. Le lectorat de l'Équipe, c'est un lectorat qui aime le sport. Et parfois, tous les matins, tu leur expliques que leur sport est pourri, que les gens sont achetés, corrompus, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit raccord, pour tout vous dire. Je me souviens de ce que nous disait Étienne Moujotte lorsque nous faisions Téléfoot. Et il nous disait, faites-moi rêver. Faites-moi rêver. C'est le public du foot, faites-moi rêver. Et c'était d'ailleurs le positionnement de Canal+ et de Charles Vietri lorsqu'il traitait le sport. Mais là aussi, il peut y avoir discussion dans une rédac, parce que des journalistes à juste titre peuvent dire attention. Comment on traite s'il y a des affaires de dopage, des affaires de triche, des affaires de corruption? J'entends cela. Mais ça fait partie du débat. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que avant, c'était peut-être les bisounours.
dans certaines rédactions, mais aujourd'hui, c'est Oui, on cherche Saint-Just, le scoop un peu tout le c'est temps, quoi. Saint-Just et Robespierre qui Oui, priment. c'est très vrai. Donc, c'est l'état de notre métier. Il est 16h27, on va continuer cette discussion sur nos métiers. Je sais qu'elle intéresse beaucoup les auditeurs, les téléspectateurs qui aiment bien essayer de comprendre la coulisse et puis qui ont envie de pluralisme, disons-le, et qui ont envie sans doute d'entendre la voix de Génie Bastier. Il est 16h27, on marque une pause, on est avec Paul Amar. Vous pouvez évidemment nous appeler, monsieur Alexandre Omar. Comment ça va, monsieur Omar ? Eh ben écoutez, tout va bien, et vous? On a Alexandre Omar et Paul Amar. Attention, Donc si on pouvait trouver un Robert Imar ou un Bruno Humar, quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Eh ben appelons Bruno Pomar. Ouais, mais non, c'est pas la même chose. Faut que ça, faut que ça commence par une voyelle et après ça se termine par mar. Bien tenté, Omar. Il est 16h28. À tout de suite.